Bonsoir. Du côté de chez Swann, j'ai choisi pour vous des extraits qui illustrent le mieux, pour moi, la variété des couleurs de la palette de Marcel Proust. Ce soir, Marcel Proust a trempé sa plume d'écrivain dans le vert et le rose. Nous nous arrêtâmes un moment devant la barrière. Le temps des lilas approchait de sa fin. Quelques-uns effusaient encore en haut lustre mauve les bulbes délicates de leurs fleurs, mais dans bien des parties du feuillage où déferlait, il y avait seulement une semaine, leur mousse embaumée, se flétrissait, diminuée et noircie, une écume creuse, sèche et sans parfum. Mon grand-père montrait à mon père en quoi l'aspect des lieux était resté le même et en quoi il avait changé depuis la promenade qu'il avait faite avec M. Swann le jour de la mort de sa femme. Et il saisit cette occasion pour raconter cette promenade une fois de plus. Devant nous, une allée bordée de capucines montait en plein soleil vers le château. À droite, au contraire, le parc s'étendait en terrain plat, obscurci par l'ombre des grands arbres qui l'entouraient. Une pièce d'eau avait été creusée par les parents de Swann. Mais dans ses créations les plus factices, c'est sur la nature que l'homme travaille. Certains lieux font toujours régner autour d'eux leur empire particulier, arborent leurs insignes immémoriaux au milieu d'un parc, comme ils auraient fait, loin de toute intervention humaine, dans une solitude qui revient partout les entourer. Surgit des nécessités de leur exposition et superposée à l'œuvre humaine. C'est ainsi qu'au pied de l'allée qui dominait l'étang artificiel, s'était composée sur 2 rangs, tressés de fleurs de myosotis et de pervenche, la couronne naturelle, délicate et bleue, qui ceint le front clair-obscur des eaux, et que le glaïeul, laissant fléchir ses glaives avec un abandon royal, étendait sur le patoire et la grenouillette aux pieds mouillés, les fleurs de lys en lambeaux, violettes et jaunes, de son sceptre lacustre. Le départ de mademoiselle Swann, qui en m'ôtant la chance terrible de la voir apparaître dans une allée, d'être connue et méprisée par la petite fille privilégiée qui avait Bergotte pour amie et allait avec lui visiter des cathédrales, me rendait la contemplation de Tansonville indifférente la première fois où elle m'était permise, semblait au contraire ajouter à cette propriété, aux yeux de mon grand-père et de mon père, des commodités, un agrément passager, et comme fait pour une excursion en pays de montagne l'absence de tout nuage, rendre cette journée exceptionnellement propice à une promenade de ce côté. J'aurais voulu que leurs calculs fussent déjoués, qu'un miracle fit apparaître mademoiselle Swann avec son père si près de nous que nous n'aurions pas le temps de l'éviter et serions obligés de faire sa connaissance. Aussi, quand tout d'un coup, j'aperçus sur l'herbe, comme un signe de sa présence possible, un couffin oublié à côté d'une ligne dont le bouchon flottait sur l'eau, je m'empressai de détourner d'un autre côté les regards de mon père et de mon grand-père. D'ailleurs, Swann nous ayant dit que c'était mal à lui de s'absenter, car il avait pour le moment de la famille à demeure, la ligne pouvait appartenir à quelque invité. On n'entendait aucun bruit de pas dans les allées. Divisant la hauteur d'un arbre incertain, un invisible oiseau s'ingéniait à faire trouver la journée courte, explorait d'une note prolongée la solitude environnante, mais il recevait d'elle en réplique un choc en retour si redoublé de silence et d'immobilité qu'on aurait dit qu'il venait d'arrêter pour toujours
l'instant qu'il avait cherché à faire passer plus vite. La lumière tombait, si implacable du ciel devenu fixe, que l'on aurait voulu se soustraire à son attention. Et l'eau dormante elle-même, dont des insectes irritaient perpétuellement le sommeil, rêvant sans doute de quelque maelstrom imaginaire, augmentait le trouble où m'avait jeté la vue du flotteur de Liège, en semblant l'entraîner à toute vitesse sur les étendues silencieuses du ciel reflété. Presque vertical, il paraissait prêt à plonger, et déjà, je me demandais si, sans tenir compte du désir et de la crainte que j'avais de la connaître, je n'avais pas le devoir de faire prévenir mademoiselle Swann que le poisson mordait. Quand il me fallut rejoindre, en courant, mon père et mon grand-père qui m'appelaient, étonné que je ne les eusse pas suivis dans le petit chemin qui monte vers les champs et où ils s'étaient engagés. Je le trouvais tout bourdonnant de l'odeur des aubépines. La haie formait comme une suite de chapelles qui disparaissaient sous la jonchée de leurs fleurs, amoncelées en reposoir. Au-dessous d'elles, le soleil posait à terre un quadrillage de clarté, comme s'il venait de traverser une verrière. Leur parfum s'étendait aussi onctueux, aussi délimité en sa forme, que si j'eusse été devant l'autel de la Vierge. Et les fleurs, aussi parées, tenaient chacune, d'un air distrait, son étincelant bouquet d'étamines, fine et rayonnante, nervure de style flamboyant, comme celle qui, à l'église, ajourait la rampe du jubé ou les meneaux du vitrail, et qui s'épanouissait en blanche chair de fleurs de fraisier. Combien naïves et paysannes, en comparaison, sembleraient les églantines qui, dans quelques semaines, montraient elles aussi, en plein soleil, le même chemin rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant, qu'un souffle défait. Mais j'avais beau rester devant les aubépines, à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à m'unir au rythme qui jetait leurs fleurs ici et là avec une allégresse juvénile et à des intervalles inattendus, comme certains intervalles musicaux, elle m'offrait indéfiniment le même charme, avec une profusion inépuisable, mais sans me laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue 100 fois de suite, sans descendre plus avant dans leur secret. Je me détournai d'elles un moment pour les aborder ensuite avec des forces plus fraîches. Je poursuivais jusque sur le talus, qui derrière la haie montait en pente raide vers les champs, quelques coquelicots perdus, quelques bleuets restés paresseusement en arrière, qui le décoraient çà et là de leurs fleurs. Comme la bordure d'une tapisserie où apparaît clairsemé le motif agreste qui triomphera sur le panneau. Rare encore, espacé comme les maisons isolées qui annoncent déjà l'approche d'un village, il m'annonçait l'immense étendue où déferlent les blés, où moutonnent les nuages. Et la vue d'un seul coquelicot, hissant au bout de son cordage et faisant cingler au vent sa flamme rouge, au-dessus de sa bouée graisseuse et noire, me faisait battre le cœur. Comme au voyageur qui aperçoit sur une terre basse une première barque échouée que répare un calfat et s'écrie, avant de l'avoir vue, « La mer ». Puis je revenais devant les aubépines, comme devant ces chefs-d'œuvre dont on croit
qu'on saura mieux les voir quand on a cessé un moment de les regarder. Mais j'avais beau me faire un écran de mes mains pour n'avoir qu'elle sous les yeux, le sentiment qu'elle éveillait en moi restait obscur et vague, cherchant en vain à se dégager, à venir adhérer à leurs fleurs. Elle ne m'aidait pas à l'éclaircir, et je ne pouvais demander à d'autres fleurs de le satisfaire. Alors, me donnant cette joie que nous éprouvons quand nous voyons de notre peintre préféré une œuvre qui diffère de celle que nous connaissions, ou bien si l'on nous mène devant un tableau dont nous n'avions vu jusque-là qu'une esquisse au crayon, si un morceau entendu seulement au piano nous apparaît ensuite revêtu des couleurs de l'orchestre, mon grand-père, m'appelant et me désignant la haie de Tansonville, me dit « Toi qui aimes les aubépines, regarde un peu cette épine rose. Est-elle jolie ?» En effet, c'était une épine, mais rose, plus belle encore que les blanches. Elle aussi avait une parure de fête, de ces seules vraies fêtes que sont les fêtes religieuses, puisqu'un caprice contingent ne les applique pas comme les fêtes mondaines à un jour quelconque qui ne leur est pas spécialement destiné, qui n'a rien d'essentiellement férié, mais une parure plus riche encore, car les fleurs attachées sur la branche, les unes au-dessus des autres, de manière à ne laisser aucune place qui ne fût décorée, comme des pompons qui enguirlandent une houlette rococo, étaient en couleur. Par conséquent, d'une qualité supérieure, selon l'esthétique de Combray, si l'on en jugeait par l'échelle des prix dans le magasin de la place ou chez Camus, où étaient plus chers ceux des biscuits qui étaient roses. Moi-même, j'appréciais plus le fromage à la crème rose, celui où l'on m'avait permis d'écraser des fraises. Et justement, ces fleurs avaient choisi une de ces teintes de choses mangeables ou de tendre embellissement à une toilette pour une grande fête, qui, parce qu'elles leur présentent la raison de leur supériorité, sont celles qui semblent belles avec le plus d'évidence aux yeux des enfants, et à cause de cela, gardent toujours pour eux quelque chose de plus vif et de plus naturel que les autres teintes, même lorsqu'ils ont compris qu'elles ne promettaient rien à leur gourmandise et n'avaient pas été choisies par la couturière. Et certes, je l'avais tout de suite senti, comme devant les épines blanches, mais avec plus d'émerveillement, que ce n'était pas factissement, par un artifice de fabrication humaine, qu'était traduite l'intention de festivité dans les fleurs, mais que c'était la nature qui spontanément l'avait exprimé avec la naïveté d'une commerçante de village travaillant pour un reposoir, en surchargeant l'arbuste de ses rosettes d'un ton trop tendre et d'un pompadour provincial. Au haut des branches, comme autant de ces petits rosiers aux peaux cachés dans des papiers en dentelle dont, aux grandes fêtes, on faisait rayonner sur l'autel les minces fusées, pullulaient 1000 petits boutons d'une teinte plus pâle, qui, en s'entr'ouvrant, laissaient voir, comme au fond d'une coupe de marbre rose, de rouge sanguine, et trahissaient, plus encore que les fleurs, l'essence particulière, irrésistible de l'épine, qui, partout où elle bourgeonnait, où elle allait fleurir, ne le pouvait qu'en rose. Intercalé dans la haie, mais aussi différent d'elle qu'une jeune fille, en robe de fête au milieu de personnes en négligé qui resteront à la maison, tout prêt pour le mois de Marie, dont il semblait déjà faire partie, tel brillait en souriant, dans sa fraîche toilette rose,
l'arbuste, catholique et délicieux. La haie laissait voir, à l'intérieur du parc, une allée bordée de jasmin, de pensées, de verveine, entre lesquelles des giroflées ouvraient leurs bourses fraîches du rose odorant et passé d'un cuir ancien de Cordoue, tandis que sur le gravier, un long tuyau d'arrosage peint en vert, déroulant ses circuits, dressait au point où il était percé au-dessus des fleurs, dont il imbibait les parfums, l'éventail vertical et prismatique de ces gouttelettes multicolores. Tout à coup, je m'arrêtai. Je ne pus plus bouger. Comme il arrive quand une vision ne s'adresse pas seulement à nos regards, mais requiert des perceptions plus profondes et dispose de notre être tout entier. Une fillette d'un blond roux, qui avait l'air de rentrer de promenade et tenait à la main une bêche de jardinage, nous regardait, levant son visage semé de taches roses. Ses yeux noirs brillaient et, comme je ne savais pas alors et ne l'ai appris depuis, réduire en ces éléments objectifs une impression forte, comme je n'avais pas, ainsi qu'on dit, assez d'esprit d'observation pour dégager la notion de leur couleur, pendant longtemps, chaque fois que je repensais à elles, le souvenir de leur éclat se présentait aussitôt à moi comme celui d'un vif azur, puisqu'elle était blonde. De sorte que, peut-être si elle n'avait pas eu des yeux aussi noirs, ce qui frappait tant la première fois qu'on la voyait, je n'aurais pas été, comme je le fus, plus particulièrement amoureux en elle de ses yeux bleus. Je la regardais, d'abord de ce regard qui n'est pas que le porte-parole des yeux, mais à la fenêtre duquel se penchent tous les sens, anxieux et pétrifiés. Le regard qui voudrait toucher, capturer, emmener le corps qu'il regarde et l'âme avec lui. Puis, tant j'avais peur que d'une seconde à l'autre, mon grand-père et mon père, apercevant cette jeune fille, me fissent éloigner en me disant de courir un peu devant eux, d'un second regard, inconsciemment supplicateur, qui tâchait de la forcer à faire attention à moi, à me connaître, elle jeta en avant et de côté ses pupilles pour prendre connaissance de mon père et de mon grand-père. Et sans doute, l'idée qu'elle en rapporta fut celle que nous étions ridicules, car elle se détourna et d'un air indifférent et dédaigneux, se plaça de côté pour épargner à son visage d'être dans leur champ visuel. Et tandis que, continuant à marcher et ne l'ayant pas aperçu, il m'avait dépassé, elle laissa ses regards filer de toute leur longueur dans ma direction, sans expression particulière, sans avoir l'air de me voir, mais avec une fixité et un sourire dissimulé que je ne pouvais interpréter d'après les notions que l'on m'avait données sur la bonne éducation que comme une preuve d'outrageant mépris. Et sa main esquissait en même temps un geste indécent, auquel, quand il est adressé en public à une personne qu'on ne connaissait pas, le petit dictionnaire de civilité que je portais en moi ne donnait qu'un seul sens, celui d'une intention insolente. « Allons, Gilberte, viens, qu'est-ce que tu fais ?» cria d'une voix perçante et autoritaire une dame en blanc que je n'avais pas vue, et à quelque distance de laquelle un monsieur habillé de coutil
et que je ne connaissais pas, fixait sur moi des yeux qui lui sortaient de la tête. Et cessant brusquement de sourire, la jeune fille prit sa bêche et s'éloigna sans se retourner de mon côté, d'un air docile, impénétrable et sournois. Ainsi passa près de moi ce nom de Gilberte, donné comme un talisman, qui me permettrait peut-être de retrouver un jour celle dont il venait de faire une personne et qui l'instant d'avant n'était qu'une image incertaine. Ainsi passa-t-il, proféré au-dessus des jasmins et des giroflées, aigre et frais, comme les gouttes de l'arrosoir vert, imprégnant, irisant la zone d'air pur qu'il avait traversée et qui l'isolait du mystère de la vie, de celle qu'il désignait pour les êtres heureux qui vivaient, qui voyageaient avec elle. Déployant sous l'épinier rose, à hauteur de mon épaule, la quintessence de leur familiarité, pour moi si douloureuse, avec elle, avec l'inconnu de sa vie, où je n'entrerai pas. Un instant, tandis que nous nous éloignions et que mon grand-père murmurait « Ce pauvre Swann, quel rôle ils lui font jouer ? On le fait partir pour qu'elle reste seule avec son Charlus. Car c'est lui, je l'ai reconnu. » Et cette petite, mêlée à toute cette infamie. L'impression laissée en moi par le ton despotique avec lequel la mère de Gilberte lui avait parlé sans qu'elle répliquât, en me la montrant comme forcée d'obéir à quelqu'un, comme n'étant pas supérieure à tout, calma un peu ma souffrance, me rendit quelque espoir et diminua mon amour. Mais bien vite, cet amour s'éleva de nouveau en moi comme une réaction par quoi mon cœur humilié voulait se mettre de niveau avec Gilberte, ou l'abaisser jusqu'à lui. Je l'aimais. Je regrettais de ne pas avoir eu le temps et l'inspiration de l'offenser, de lui faire mal et de la forcer à se souvenir de moi. Je la trouvais si belle que j'aurais voulu pouvoir revenir sur mes pas pour lui crier en haussant les épaules « Comme je vous trouve laide, grotesque, comme vous me répugnez !» Cependant, je m'éloignais, emportant pour toujours, comme premier type d'un bonheur inaccessible aux enfants de mon espèce de par la loi naturelle impossible à transgresser, l'image d'une petite fille rousse, à la peau semée de taches roses, qui tenait une bêche et qui riait en laissant filer sur moi de longs regards sournois et inexpressifs. Et déjà, le charme dont son nom avait encensé cette place, sous les épines roses, où il avait été entendu ensemble par elle et par moi, allait gagner, enduire, embaumer tout ce qui l'approchait, ses grands-parents, que les miens avaient eu l'ineffable bonheur de connaître, la sublime profession d'agent de change, le douloureux quartier des Champs-Élysées qu'elle habitait à Paris. « Léonie, dit mon grand-père en rentrant, j'aurais voulu t'avoir avec nous tantôt. Tu ne reconnaîtrais pas Tansonville. Si j'avais osé, j'aurais coupé une branche de ces épines roses que tu aimes tant. » Mon grand-père racontait ainsi notre promenade à ma tante Léonie, soit pour la distraire, soit qu'on n'eût pas perdu tout espoir d'arriver à la faire sortir. La suite, très bientôt, après le voyage au bout de la nuit. Faites de beaux rêves.